En sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai profité de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs pour demander au premier ministre s'il jugeait être allé trop loin dans le dossier du conflit de travail privé de l'aluminerie de Bécancour en prenant le parti de l'employeur. Non seulement le premier ministre croit avoir fait la bonne chose en faisant pression sur les travailleurs, mais il en a également profité pour lancer un message à l'ensemble des employés québécois du secteur manufacturier. Je le cite. Or, on a un problème actuellement quand on regarde le coût de la main-d'œuvre. Dans certaines entreprises manufacturières, le coût est plus élevé qu'aux États-Unis. Donc, je pense qu'il va falloir faire un appel aux syndicats pour être beaucoup plus raisonnable. Je vous avoue que j'ai été quelque peu étonné de cette déclaration parce que le chef de la CAQ ne cesse de répéter qu'il veut avoir des emplois payants. À l'aluminerie de Bécancour, il juge que 92 000 par année, c'est trop payé, alors que 1 million pour le PDG d'Investissement Québec, là, il n'y voit pas de problème. Il a même consenti une hausse salariale de 50 pour ce PDG, salaire qui sera payé avec l'argent des contribuables. Donc, si je comprends bien la logique du premier ministre, un travailleur doit se montrer raisonnable, alors que pour le patron, tout est possible. Monsieur le Premier ministre. Je n'ai pas entendu de question, mais je vais essayer quand même d'y répondre. Écoutez, Monsieur le Président, effectivement, au Québec, on a un défi d'augmenter le salaire moyen. Actuellement, le salaire moyen au Québec est de 49 000. Puis si on veut rejoindre l'Ontario, bien, il faudra l'augmenter à 53 000. Moi, j'aime pas ça, qu'on soit moins riche, qu'on ait des salaires moins élevés que l'Ontario. Donc, une des pistes importantes, c'est d'augmenter la proportion d'emplois qui viennent du secteur manufacturier. Le chef de l'opposition officielle me parle d'ABI, où les salaires moyens sont de 92 000 par année. Ce que j'ai exprimé aux 4 principaux chefs syndicaux que j'ai rencontrés la semaine dernière, c'est que si on veut augmenter la proportion dans le secteur manufacturier, bien, peut-être qu'il y a un juste milieu à atteindre entre 50 000 et 92 000. On est peut-être mieux d'avoir des milliers d'emplois additionnels à 75 000 plutôt que d'essayer puis de tout perdre à 92 000. Donc, c'est ce que j'ai exprimé. Je ne pense pas que ça a été nécessairement mal reçu. Je pense que c'est important quand on dit qu'on compare le coût de la main-d'œuvre avec celui des États-Unis dans le secteur manufacturier, c'est important d'être compétitif. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Quand vous étiez dans l'opposition, vous déchiriez votre chemise sur les salaires des dirigeants. Encore une fois, vous demandez aux travailleurs d'ABI de faire un compromis alors que le salaire du grand patron d'Alcoa a augmenté de 223 % en 2 ans. Est-ce que le premier ministre trouve raisonnable ce genre d'augmentation? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je trouve que de façon générale, les salaires des présidents CIO des grandes entreprises sont trop payés. Je pense que de façon générale, ça n'a pas de bon sens l'écart entre le salaire moyen des travailleurs et le salaire des hauts dirigeants. Maintenant, le chef de l'opposition officielle sait très bien qu'on doit être compétitif. Il n'y a pas de mur. On n'a pas l'intention d'en construire autour du Québec. Donc, c'est important d'être compétitif si on veut attirer les meilleurs, incluant les présidents de compagnie. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Parce que dans le discours inaugural, je cite le premier ministre, « Je suis déterminé, dit-il, à ne pas gouverner pour les groupes de pression, que ce soit patronal, syndical ou autre. Je vais gouverner pour tous les Québécois. » Est-ce que le premier ministre admet qu'en prenant parti pour les patrons dans le dossier d'ABI, il n'a pas respecté cet engagement? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, dans le dossier d'ABI, je rappelle, ça fait 16 mois que l'entreprise est fermée. On parle de 1 000 emplois, 100 millions par année de masse salariale, 500 millions de dollars de retombées par année dans la région de la Mauricie et du centre du Québec. Je vois d'ailleurs des anciens parlementaires de ces régions-là qui ont bien compris que le conflit fait mal à tout le monde en Mauricie, dans le centre du Québec. Ça n'a pas de bon sens que ça soit fermé depuis 16 mois
Et à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Oui, il y a peut-être exagération du côté du syndicat des métallos. Troisième complémentaire, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. Vous savez qu'une négociation va débuter au cours des prochains mois avec les employés de la fonction publique. Est-ce que le premier ministre peut donner une indication aux employés de la fonction publique, à savoir s'ils doivent s'attendre à une négociation aussi généreuse que celle qui a eu cours avec le PDG d'Investissement Québec, ou bien juge-t-il que les employés de la fonction publique gagnent trop cher et vont devoir se montrer eux aussi raisonnables? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'en viens pas d'entendre le chef du Parti libéral, qui est un ancien homme d'affaires, ancien président de compagnie, qui a gagné des très bons salaires. On dirait que j'entends Québec solidaire qui est en train de me poser des questions. Mais bon, il faut croire, je ne sais pas, je sais qu'il se parle sur la laïcité, peut-être qu'il se parle aussi sur l'économie. Mais, Monsieur le Président, je pense que c'est important d'avoir des salaires compétitifs, mais à un moment donné, c'est important aussi d'être raisonnable. Donc, je m'attends à ce que la prochaine négociation se fasse avec l'esprit où on doit être, tout le monde, raisonnable. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, hier, nous avons poursuivi l'étude du projet de loi sur l'immigration et nous avons abordé un certain nombre d'enjeux. Parmi ceux-là, la nécessité d'aller attirer des travailleurs à l'étranger, ce qu'on appelle communément la prospection. Et je suis contente de constater que malgré les idées incohérentes du ministre par rapport à la réduction de seuil de l'immigration, il soit ouvert à la prospection. Cependant, on sait qu'il y a des organismes comme Montréal International, comme Québec International, comme Sherbrooke Technopole, qui décident aussi de faire aujourd'hui de la prospection à l'international. Et le ministre nous a rassurés en nous disant que d'aucune manière il allait rentrer en compétition avec ces organismes-là. Mais il y a aussi, Monsieur le Président, des entreprises privées qui font ce travail-là aujourd'hui au Québec. Alors, ma question est toute simple pour le ministre de l'Immigration. Est-ce que le ministre sait combien d'entreprises privées au Québec, pas des organismes, mais des entreprises privées, font ce travail de prospection à l'étranger? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, la discussion que nous avons eue hier, elle est intéressante parce que durant des années, sous le gouvernement du Parti libéral, on s'est désinvesti complètement du ministère de l'Immigration. Ce qu'on a fait, c'était de l'impartition. Le ministère de l'Immigration n'a pas joué son rôle au sein de l'État québécois pour dire, son rôle de leader, pour dire on va aller chercher les gens à l'étranger, pour les accompagner, pour faire en sorte qu'ils choisissent le Québec pour que leur venue au Québec soit un succès. Ce que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne nous dit, c'est qu'il y a déjà des consultants en immigration. Il y a déjà Montréal International, il y a déjà Québec International, il y a déjà Drummondville qui font des démarches actuellement pour aller chercher, pour recruter des immigrants à l'étranger. Le travail qu'ils font, c'est un bon travail. Cependant, nous, ce qu'on veut faire, c'est bonifier l'offre du Québec. On veut s'assurer que le ministère de l'Immigration joue un rôle central dans la prospection parce qu'au sein du gouvernement du Québec, il y a plusieurs ministères qui font des missions à l'étranger. Le ministère de l'Économie, le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale du travail, le ministère de l'Immigration, tout le monde participe, mais il ne faut pas que ça soit en silo. Il faut que les entrepreneurs du Québec, les employeurs du Québec, lorsqu'ils vont en mission, ils soient accompagnés par le ministère de l'Immigration avec les autres ministères. On doit travailler en collaboration et surtout, on doit s'assurer que lorsqu'on va à l'étranger, les gens qu'on va chercher puissent s'établir durablement au Québec et que ça soit... Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, la question était claire. C'était combien d'entreprises privées au Québec font ce travail? On constate que le ministre ne connaît pas la réponse, c'est correct, mais on doit connaître cette réponse. Mais ce n'est pas la première fois qu'il n'a pas la réponse et il peut la chercher. Il existe, par exemple, une entreprise qui s'appelle Phoenix Gestion Mobilité Internationale qui fait justement du recrutement à l'international. Est-ce que le ministre pense prendre contact avec cette entreprise pour à tout le moins comprendre ce qui se passe sur le terrain? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, lorsque j'écoute la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, elle souhaite qu'on ne touche à rien, qu'on ne bouge pas, qu'on ne fasse pas de réforme en matière d'immigration. Et la démonstration de cela, Monsieur le Président, c'est que c'est depuis le 7 février qu'on a déposé le projet de loi 9. L'ensemble des acteurs économiques du milieu québécois ont salué le dépôt du projet de loi en disant « c'est une avancée, il faut répondre aux besoins du marché du travail ». Or, Monsieur le Président, on est rendu le 7 mai, on est rendu à l'article 3 dans l'étude du projet de loi. Si c'était si important pour le Parti libéral, l'économie, si c'était si important de prendre soin des personnes immigrantes, mais la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne m'accompagnerait et m'appuierait dans la démarche du projet de loi. J'attends toujours qu'elle le fasse.
Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. On revient à la cassette du ministre, Monsieur le Président. Il y avait une amélioration, mais là, on revient à la cassette. Alors, avant de proposer que le ministère s'occupe de la prospection des immigrants, est-ce que le ministre a demandé un état des lieux, un état de situation qui présente tous les acteurs du secteur privé ou parapublic? A-t-il fait ce travail initial avant de même inscrire le mot prospection dans le projet de loi? C'est ça la question qu'on lui pose. Et s'il a fait ce travail de répertorier ce qui se passait sur le terrain, est-ce qu'il peut ici le déposer? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, si le Québec veut être compétitif à l'étranger, il doit parler d'une seule voix. Et on a eu un débat sur la coordination. Actuellement, tout le monde part en fonction de ses intérêts à l'étranger pour aller recruter des gens. Ça prend une coordination, ça prend un champion, ça sera le ministère de l'Immigration qui va coordonner l'ensemble des ministères et des organismes, mais aussi au niveau privé pour s'assurer que lorsqu'on va à l'étranger, on puisse recruter les meilleurs et surtout qu'ils répondent aux besoins du marché du travail en matière de prospection. Honnêtement, Monsieur le Président, ce que je constate depuis le début, c'est que du côté du Parti libéral, on voudrait maintenir l'attrition qu'il y avait au ministère de l'Immigration. On ne veut pas donner les moyens au ministère de l'Immigration de développer son réseau, de s'assurer de mieux faire les choses pour mieux accompagner les personnes immigrantes. Nous, on va le faire. On demande seulement votre appui. Question principale, Madame la députée de Vaudreuil. Président, nombreux citoyens du Québec vivent des moments difficiles, des drames humains causés par les crues et les décrues printanières. Plusieurs intervenants s'unissent, coopèrent, sans compter les heures pour venir en aide à nos sinistrés, et nous les remercions. J'ai eu l'occasion de transmettre au gouvernement mon support pour la bonne gestion des interventions. Tous le reconnaissent, nous aussi. J'ai une pensée pour nos élus municipaux qui sont tout autant dévoués pour venir en aide à leurs citoyens dans le besoin, et ça se passe sur le terrain. Contrairement à 2017, faute d'entente avec le gouvernement, la Croix-Rouge doit facturer directement les municipalités pour les coûts d'entretien, de repas et d'hébergement offerts aux sinistrés. Pourtant, le gouvernement a octroyé une subvention exceptionnelle d'1 million de dollars à la Croix-Rouge alors que les municipalités, elles, reçoivent une facture. Est-ce que la ministre des Affaires municipales peut intervenir afin de convenir d'une entente avec la Croix-Rouge dans les meilleurs délais? Madame la ministre des Affaires municipales. Écoutez, je remercie ma collègue pour la question de Vaudreuil-Soulanges. Oui, justement. Ce que je peux dire, puis je vais prendre le temps de le dire, malheureusement, ces inondations-là, on les a vraiment pris en main. On avait le contrôle. Malheureusement, c'est vraiment triste pour les sinistrés. Ceci étant dit, il y a le ministère de la Sécurité publique qui a fait un travail exemplaire. Moi, au niveau des affaires municipales et de l'habitation, toutes nos directions régionales étaient en place pour les inondations, justement avec les communications pour la Croix-Rouge. Les crises, moi, j'ai communiqué avec tous les maires, toutes les mairesses. J'ai fait le tour de toutes les municipalités. On a eu énormément de remerciements par rapport à l'accompagnement et les communications qu'on a eues avec la sécurité publique, avec la Croix-Rouge, avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ceci étant dit, on a un comité d'action ministérielle qui a été nommé très tôt. Nous prenons en main la situation et je crois que cette crise-là, ces inondations-là, on va rassurer les citoyens, on va les accompagner. Puis, on a fait vraiment un travail d'équipe avec la Croix-Rouge. Première complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Ce n'est pas le sujet, Madame la ministre. Comme l'a dit le préfet de la MRC, Vaudreuil-Soulanges, dans une lettre envoyée à la ministre de la Sécurité publique, et je le cite, « Contrairement aux procédures de 2017, la Croix-Rouge demande aux municipalités de signer des ententes payantes complexes avec des services à la carte avant de prendre en charge la relocalisation des sinistrés. Les municipalités n'ont ni le temps ni les ressources humaines et financières pour gérer et assumer les hébergements. Madame la ministre, comment allez-vous revoir le processus de facturation des services de la Croix-Rouge afin... Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Bien, je vais moi aussi joindre ma voix à celle de ma collègue des Affaires municipales pour remercier le travail de tous les élus municipaux, provinciaux et même fédéraux dans cette gestion de la crise des inondations. Vraiment, tout le monde a été à pied d'œuvre. Alors, merci beaucoup aux bénévoles, aux citoyens, bien sûr. Sur la question de l'hébergement, parce que c'est l'enjeu auquel fait référence la députée de Vaudreuil, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de lui répondre dans l'étude des crédits jeudi dernier de la Sécurité publique. Nous sommes très à l'écoute de tous les élus municipaux sur cette question de l'hébergement. Nous sommes bien conscients
de l'importance relative des ressources disponibles dans chacune des municipalités selon leur taille. Nous sommes en communication étroite avec Monsieur le préfet de la MRC Vaudreuil-Soulanges, mon collègue ici, ministre responsable de la Montérégie, et nous travaillons sur des assouplissements pour l'hébergement pour toutes les Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Prenons le cas de Terrasse-Vaudreuil, une municipalité de 2000 habitants dans mon comté avec un budget de 2,7 millions. On conçoit rapidement qu'il ne s'agit pas d'une municipalité avec de larges ressources humaines et financières pour faire face à une crise. De les encombrer avec de la bureaucratie, c'est surtout contre-productif. Et les obliger à débourser des sommes non budgétées de plus de 100 000 $ représente un lourd fardeau financier. Madame la ministre, allez-vous, oui ou non, donner suite à la demande des maires? Madame la ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, nous avons donné suite à la demande des maires qui était de prévoir des assouplissements à la hauteur de la situation qu'ils vivent. Et dans le cas du préfet de Vaudreuil-Soulanges, et d'ailleurs c'est une mesure qui a été offerte à toutes les municipalités qui ont été touchées, nous avons prévu au programme qui encadre l'hébergement un assouplissement de manière telle que les municipalités peuvent rendre admissible à un remboursement toutes leurs dépenses d'hébergement pour leurs citoyens jusqu'à un maximum de 30 jours supplémentaires à la satisfaction de plusieurs d'entre eux. Et je tiens à rassurer la députée de Vaudreuil, de même que ma collègue de Soulanges, que nous sommes en communication constante et étroite avec le préfet de la MRC et nous travaillons avec tous les élus pour leur simplifier au maximum la vie, de même que celle, évidemment, des citoyens sinistrés. Question principale, Monsieur le député de Rosemont. Oui, merci, Monsieur le Président. Ça fait longtemps qu'on sait que la Caisse de dépôt et placement du Québec envoie une partie de nos avoirs dans des paradis fiscaux. On aurait pu s'attendre à un retrait progressif au cours des dernières années, mais, ô surprise, c'est précisément le contraire qui se passe. Ça augmente. Selon Michel Girard, du Journal de Montréal, les avoirs de la Caisse dans les paradis fiscaux sont passés de 12 milliards de dollars en 2013 à 30 milliards l'an dernier. Heureusement, d'ailleurs, qu'on l'a, M. Girard, je parle ici du chroniqueur, parce que quand on demande des comptes à la Caisse de dépôt, ils nous répondent avec condescendance. La Caisse paie ce qu'on lui demande dans chaque juridiction où elle est présente. Monsieur le Président, c'est précisément ça le problème. La Caisse investit dans des endroits où l'impôt, c'est des peanuts. Le ministre va-t-il enfin demander un plan de retrait des paradis fiscaux à la Caisse de dépôt-placement du Québec? Monsieur le ministre des Finances. Merci pour la question. D'ailleurs, c'est une question que nous avons discutée amplement à la Commission des finances publiques lors de l'étude des crédits et la chef des finances de la Caisse de dépôt, Mme Marie Capol, a adressé cette question avec le député de Rosemont, le député de René Lévesque, et je pense qu'on a eu une excellente discussion. La Caisse partage nos objectifs d'éliminer l'évitement fiscal et de réduire les paradis fiscaux. Par contre, la Caisse est une entité non taxable qui a augmenté significativement la proportion de ses placements privés. Et c'est une pratique de l'industrie que plusieurs entités non taxables font des co-investissements dans des juridictions non taxables. Alors, la chef des finances de la Caisse de dépôt nous a expliqué ça et nous sommes en constante communication avec eux et ils partagent les objectifs que nous partageons tous de réduire l'évitement fiscal. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Je comprends que pour le ministre, c'est correct. Mais quand la Caisse envoie ses actifs dans les paradis fiscaux, quel message s'envoie au secteur privé ici? D'un côté, le gouvernement leur dit aux entreprises d'ici, payez vos impôts ici. D'un autre côté, la Caisse envoie notre argent dans des paradis fiscaux. Comme dirait l'autre, c'est peut-être légal, mais c'est certainement pas banal, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre va enfin demander à la Caisse de dépôt de sortir notre bas de laine du panier de linge sale? Monsieur le ministre des Finances. D'abord, le ministre est en constante communication avec la Caisse de dépôt et nous avons des discussions sur ce sujet fréquemment. Nous en avons eu ensemble à la Commission des finances publiques et la chef des placements nous a expliqué qu'il y a 3 types d'investissements dans les paradis fiscaux et tous ces investissements ne visent pas l'évitement fiscal. En fait, tous ces investissements sont justifiés, mais je peux comprendre l'incompréhension ou le scepticisme de la population. Ces investissements concernent des entités publiques par exemple en Suisse, des compagnies publiques en Suisse. Ils concernent des placements privés et ils concernent des fonds, comme j'ai mentionné tantôt, des co-investissements
parle de deux entités non taxables. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, il n'y a pas si longtemps que ça, en campagne électorale, celui qui allait devenir le ministre de la CAQ de l'économie, que le ministre des Finances connaît bien, disait qu'il était d'accord avec un plan de sortie des paradis fiscaux de la Caisse, disant sentir la pression. Est-ce que son collègue des Finances partage cette lecture de la situation et est-ce qu'il va demander à la Caisse, effectivement, de faire ce que les parlementaires ici même ont demandé dans la Commission des finances publiques, de sortir des paradis fiscaux? Monsieur le ministre des Finances. Mais encore une fois, je tiens à mentionner, puis je vous invite à lire le rapport annuel de la Caisse. La Caisse partage notre désir collectif de réduire l'évitement fiscal, et c'est exactement ce qu'elle fait. Et puis, il ne faut pas mélanger les dollars absolus et les dollars relatifs. La Caisse est rendue une entité de 300 milliards de dollars et elle a augmenté la proportion de ses placements privés. Or, la majorité des placements privés sont des co-investissements. La Caisse est une entité non taxable. C'est important de le souligner. Question principale, Madame la députée de Joliette. Dans le bourbier qui est devenu pour le gouvernement le dossier des maternelles 4 ans, le ministre a refusé jeudi dernier de répondre à ma question et de confirmer le coût global auquel nous arrivons en infrastructure de 1,8 milliard de dollars. Pourtant, Monsieur le Président, je vous invite à faire le calcul. 3 000 classes de maternelle 4 ans, c'est le nouveau chiffre, moins 700 déjà disponibles. On en est à un besoin de construire 2 300 classes à 800 000 $ chacune, donc 1,8 milliard, soit exactement la somme complète prévue au PQI pour l'ensemble des constructions dans le milieu scolaire. Donc, à défaut d'avoir eu une réponse du ministre de l'Éducation, qui est d'ailleurs à New York, pour faire une supposée opération de collection de données alors que son projet de loi est déposé depuis 3 mois, est-ce que le président du Conseil du Trésor peut confirmer que le coût global en infrastructure sera de 1,8 milliard de dollars et nous dire gentiment où il va trouver l'argent pour tous les autres besoins, Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup cette question-là parce qu'on a eu beaucoup de discussions sur le sujet des maternelles 4 ans ici lors de l'étude du PQI. Et je pourrais dire comme premier élément de réponse pour la députée, c'est qu'il est très, très clair que c'est un processus en ce moment où on a expliqué qu'on allait avoir à connaître le nombre de classes qu'il allait avoir dans la première année. Vous vous souvenez, nous avions commis qu'il y aurait 250 classes et on a fait un scénario qui pouvait varier avec le taux d'accessibilité ou d'intérêt qu'on aurait dans la première année. Alors aujourd'hui, je sais que c'est très intéressant de faire des simulations puis de calculer un cours par classe puis d'arriver avec 3 000 classes, mais en ce moment, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que nous avons commis qu'il y aurait 250 classes cette année. Le ministre a très bien expliqué que cette année, ça serait dans des classes existantes qui ne coûtent rien, donc le coût a déjà été investi. Et je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul avant de faire des simulations qui arrivent à des chiffres assez extraordinaires. Merci. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je suis assez fascinée par ce que j'entends, Monsieur le Président. On est passé en campagne électorale d'un estimé de 80 des enfants qui allaient fréquenter les maternelles 4 ans à maintenant 50 On est passé d'un chiffre de 5 000 classes à maintenant 3 000 classes. Mais là, le président du Conseil du Trésor, contrairement à son collègue de l'Éducation qui m'a confirmé ce chiffre-là au crédit, nous dit que c'est peut-être plus 3 000. On est passé de 122 000 par classe à 800 000 par classe. Donc, coudonc, est-ce que plus il y a de comptables dans un gouvernement, moins on sait compter, Monsieur le Président? Monsieur le président du Conseil du Trésor, s'il vous plaît. Ah bien là, ça va devenir intéressant parce que je pourrais vous dire qu'il y a plus qu'un comptable, effectivement, puis il pourrait y avoir plus qu'une réponse. Mais, je vous ouvre. S'il vous plaît. Je savais que ça allait soulever... S'il vous plaît. Je savais que ça allait soulever beaucoup d'intérêt. J'ai votre intérêt maintenant. Je peux continuer? Très bien. Alors, vous vous souvenez aussi, lorsqu'on a présenté le PQI, qu'on avait dit qu'il y avait différents taux d'acceptation. Vous vous souvenez, on en a parlé, on a dit, est-ce que ça va être 30 %, est-ce que ça va être 50 % ou 70 % des estimés que nous faisons? Je continue de répéter, et je n'étais pas présent lorsque cette discussion-là a eu lieu, mais avec des variances entre 30 et 70 %. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette.
Là, monsieur le gouvernement, on est en train d'engager des centaines de millions, des milliards de dollars dans un seul projet. Si le gouvernement veut savoir s'il y en a d'autres besoins en éducation, il y en a d'autres. Il y a des enfants qui n'auront plus de repas à l'école à $1, qui n'auront plus de collation saine. Il y a des enfants qui n'ont pas accès à des projets particuliers parce que leurs parents n'ont pas les moyens de le faire. Il y a 42 000 enfants qui attendent une place en service de garde. Donc, le minimum, ce serait qu'on sache où on s'en va. Est-ce qu'un plan détaillé de déploiement avec les coûts chiffrés par des comptables peut être déposé, s'il vous plaît? Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président, je vois des anciens collègues du Parti québécois, puis je me dis ils doivent être surpris d'entendre le Parti québécois s'opposer à des investissements en éducation. Monsieur le Président... En 2 secondes, s'il vous plaît. Vous savez les règles. Vous souhaitez, s'il vous plaît, vous souhaitez assurément entendre la réponse. Je vous demande votre collaboration. La parole n'appartient qu'au Premier ministre. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, une classe de maternelle, ça coûte 800 000 $, amorti sur 40 ans, c'est 20 000 $ par année par classe. Je pense qu'il y a beaucoup d'anciens collègues du Parti québécois qui pensent qu'on doit ça à nos enfants. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Ce n'est qu'à lui qu'appartient la parole, s'il vous plaît. La présidente du Conseil du Trésor a déjà dit qu'il rêvait d'un gouvernement totalement transparent. C'est pas ça qu'on a vu aux études de crédit. C'était soit pas de réponse ou, je le cite, « La réponse que l'on donne globalement est suffisante pour les gens qui nous écoutent, franchement. » La ministre de la Santé, elle, m'a manifestement pris au mot parce qu'une réponse à une question ministérielle, spontanée évidemment, elle a passé la parole à son sous-ministre pour démontrer que son budget couvrait tous les coûts du système. Pendant 8 minutes, le sous-ministre a décliné un par un chacun des items qui constituent le coût du système. L'item, le dollar, le pourcentage, tout y est presque passé. Il a été obligé d'arrêter, il n'y avait pas assez de temps. Félicitons la ministre pour avoir donné une si belle leçon au président du Conseil du Trésor. Maintenant, si ça peut se faire dans le ministère le plus gros et le plus complexe du gouvernement, pourquoi ça ne peut pas se faire dans tous les ministères pour chacun des items de chaque ministère? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, écoutez, j'ai bien expliqué à mon collègue plusieurs fois, parce que ça fait plusieurs fois qu'il ramène le sujet des coûts de système dans nos discussions du vendredi, durant les crédits, que c'était une information que ça nous ferait plaisir de collaborer et de partager. Je pense que pendant 15 ans, le Parti libéral n'a pas voulu donner les coûts de système. Alors, si nous, encore après 6 mois, on est en train de finir les calculs, je pense que c'est tout à fait raisonnable, premièrement. Deuxièmement, on n'est pas les seuls, les gens du vérificateur général, lorsqu'on a préparé le rapport électoral, préélectoral, ont donné le détail des coûts de système. Alors, je ne sais pas s'il a pris connaissance du document qui avait été donné, mais toute cette information-là est disponible. Alors, ce n'est pas une question de transparence, c'est peut-être de ne pas avoir pris le temps de le regarder. Première complémentaire. Encore une fois, la parole n'appartient qu'au député de Lapinière. Vous vous adressez à la présidence, s'il vous plaît. Ça prend du temps, mais le sous-ministre de la Santé les a déjà donnés. Quel mystère? Pas d'augmentation de salaire, mais un forfait de 0,5 %, relativité salariale jusqu'à 3,5 %, fourniture médicale, informatique, tout ça bien au-delà de l'inflation la plupart du temps. Il a même dit que dans certains secteurs, les coûts de système peuvent se rendre et peut-être même dépasser 4 %. Il a dit ça maintenant. Est-ce que le président du Conseil du Trésor peut-il nous dire s'il pense que nos concitoyens contribuables ont le droit et bénéficieraient d'avoir accès à ces informations? Le président du Conseil du Trésor. Alors, je vais continuer dans la même ligne, Monsieur le Président. J'ai bien expliqué, et je vois le sourire de mon collègue qui est d'accord. Je l'ai expliqué qu'il serait disponible. On a déjà donné cette information-là. On va la donner encore avec plus de détails, Mais il y a une chose que j'ai dit, et ça, je pense qu'il est important de préciser. Je n'ai jamais dit que la population n'avait pas en droit d'avoir cette information-là. La façon dont vous m'avez posé les questions, je pense que ça a été un petit peu mis de côté. Cette information-là est déjà disponible et si on a besoin de donner plus d'informations détaillées, elle sera disponible dans les prochains crédits.
Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lépinière. Exactement ce qu'on demande. On demande un engagement. Imaginez, Monsieur le Président, on est en 2020. Un citoyen va sur l'Internet et il regarde le budget. Il voit un ministère qui augmente son budget de 4,5 %, mais surprise, il voit aussi que les coûts de système sont de 4 %. Je pense que les bretelles du gouvernement vont péter pas mal moins fort. C'est ça la vraie transparence, Monsieur le Président. Alors, est-ce que le président du Conseil du Trésor va s'engager aujourd'hui à réaliser son rêve de gouvernement transparent et divulguer... Monsieur le Président du Conseil du Trésor, à vous la parole. Écoutez, là, je me souviens d'un gouvernement, Monsieur le Président, où le député était ministre de la Santé et la croissance des coûts en santé était 1,5 %. 1,5 %. Est-ce que ça, c'était en dessous des coûts de système? Je vais lui demander de dire quand il y a eu des coupures de services, est-ce que pour lui, c'était important d'être transparent avec la population sur les coûts de système? Je vais lui demander de répondre ça. Après ça, moi, je prendrai des engagements. Question principale, Madame la députée de Taschereau. Vous êtes la seule qui appartient à la parole. La ministre de la Culture m'a dit en étude des crédits, c'est vrai qu'on ne peut pas agir à la pièce pour la sauvegarde des bâtiments patrimoniaux. L'histoire du monastère de Berthierville nous le montre, puis on le sait, des exemples comme ça, il y en a à toutes les semaines. C'est toujours pareil, un promoteur achète un immeuble d'une grande valeur patrimoniale. Si l'immeuble est cité, il laisse dépérir jusqu'à ce qu'il soit trop magané, il se fait pas punir, il obtient l'autorisation de le démolir, il construit des condos. S'il n'est pas cité, il le démolit de suite, il construit des condos. La ministre dit on va commencer par appliquer la loi. Sauf que le monastère de Berthierville, il n'était pas cité. Ce que le promoteur voulait faire, c'était tout à fait légal. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Dans le concret, là, je veux dire, on peut bien appliquer des lois, mais qu'est-ce qu'on fait dans le concret? Je parle d'action, de décision, des affaires de même, concrètes. Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, je remercie la collègue de Tachereau pour sa question. D'ailleurs, je veux souligner la qualité des échanges que nous avons. C'est toujours agréable d'échanger avec vous, Madame la députée, puisque on peut discuter puis apprendre des choses également de part et d'autre. Et à l'égard du dossier dont vous me parlez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Bien, nous avons agi. Une des premières choses que j'ai faites lors de mon entrée en fonction, le 19 octobre dernier, en 2018, ça a été d'empêcher, Monsieur le Président, la démolition du château de Beauce. Une magnifique maison qui allait passer sur le pic des démolisseurs. Alors là, on a mis les freins, on a utilisé les articles qui sont dans la loi sur le patrimoine culturel. Eh bien oui, rebelote, Madame la députée, ça s'est reproduit à nouveau. Ah oui, c'est un beau mot aussi. Ça s'est produit à nouveau il y a un petit peu plus d'un mois relativement au monastère démonial à Berthierville. Encore une fois, le pic des démolisseurs était à la porte de ce magnifique établissement qui date de 1934. Et, Madame la députée, nous avons agi. J'ai pris une procédure exceptionnelle qui se trouve dans la loi, qui fait en sorte que nous avons bloqué toute démolition imminente pour demander au Conseil du patrimoine un avis d'intention de classement. Première complémentaire, Madame la députée de Tachereau. La ministre dit tout le temps, c'est vrai que c'est un problème, je suis d'accord avec vous, on va regarder ça et je veux reconnaître son talent pour être d'accord et pour passer tout son temps de réponse à être d'accord. Sauf que là, ça fait 7 mois qu'il y a un ministre, puis jusqu'à date, sa plus grande ambition en culture, c'est de mettre en place une politique qui a été travaillée par un autre parti. Moi, je veux savoir, là, est-ce qu'elle a des projets pour le Québec, la ministre de la Culture? Je veux dire, un ministre. Puis là, on parle du patrimoine. La loi est super faible. Est-ce qu'on va la revoir, cette loi-là? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oh oui, j'en ai des projets, Monsieur le Président. Vous allez voir, en patrimoine, en culture, en langue, nous agissons. Et d'ailleurs, je reviens au dossier dont vous me parliez. Vous avez dit, il n'est pas cité. Pour le moment, ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé un avis d'intention de classement. Et c'est très complexe, cette loi, et nous voyons à l'utilisation, justement, tout le potentiel qu'elle a, mais aussi la façon de l'appliquer et comment peut-on faire plus et faire mieux. C'est un slogan que nous avons entendu à l'égard du dossier du monastère en question. Vous savez, le patrimoine et le patrimoine culturel, le patrimoine bâti, c'est une responsabilité collective. Et nous travaillons actuellement avec ma collègue, la ministre des Affaires municipales, pour trouver des solutions. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Je vous demanderai votre attention, s'il vous plaît. Je vous entends fortement. On aimerait aussi entendre les questions et les réponses.
Mais le fond de la question, c'est est-ce qu'on peut traiter ça à la pièce? La ministre disait elle-même que non, puis là, on parle encore de choses à la pièce. Puis le problème de fond, c'est les taxes foncières. C'est 70 du revenu des villes. C'est sûr que quand tout le monde dit à une ville « sauvegarder ce bâtiment, il est exceptionnel », puis que la ville répond tout le temps « ouais, sauf que si je mets des condos à la place, moi, je vais avoir plus de revenus », on a un problème. C'est exactement le même problème avec les inondations. Les villes laissent le monde se construire sur des terres inondables parce que ça rapporte en taxes. Comment on règle ce problème de fond-là au lieu de toujours dépenser de l'argent dans des plasteurs? Ministre de la Culture et des Communications. Eh bien, Madame la députée, on règle ce problème-là en travaillant de concert avec ma collègue qui est la ministre des Affaires municipales, justement pour s'assurer que nous n'ayons plus à agir en catastrophe, pour que les municipalités prennent leurs responsabilités. Dans le cas de Berthierville, le fameux monastère des Moniales, vous savez qu'il y a la MRC qui avait dit « Municipalité de grâce, protégez cet établissement parce qu'il a une valeur pour nous ». Et la Ville ne l'a pas fait. Alors, on travaille parce qu'actuellement, dans la loi, vous savez, Québec peut protéger un immeuble classé et les villes peuvent protéger un immeuble cité. Et dans le cas qui nous occupe, la Ville ne l'a pas fait et Québec a agi lorsqu'on a su qu'il y avait un pic des démolisseurs. Donc, il faut travailler de concert pour que des situations semblables ne se reproduisent plus. Et c'est ce que nous faisons. Nous y travaillons. Vous allez voir des résultats. Question principale, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président. Après les inondations de Saguenay en 1996 et la tempête de verglas en 1998, le gouvernement avait créé des commissions scientifiques et techniques. Afin de bien comprendre les phénomènes météorologiques et climatiques qui sont reliés aux actuelles inondations dans plusieurs régions du Québec, on propose de créer une commission scientifique et technique. Le premier ministre a dit qu'il était ouvert à la pertinence d'une telle commission. L'Assemblée nationale a adopté une motion unanime en ce sens la semaine passée. Les précédentes commissions ont permis de comprendre les phénomènes, mais surtout d'identifier des recommandations dont plusieurs ont été adoptées. C'est correct de passer à l'action, on est d'accord avec ça, mais ce n'est pas les députés ou les ministres qui ont les connaissances scientifiques qui sont nécessaires, puis c'est surtout pas les fonctionnaires qui sont les mieux placés pour évaluer leur propre travail. Les inondations d'aujourd'hui sont certainement comparables au déluge du Saguenay et à la tempête de verglas. Est-ce que le premier ministre a terminé sa réflexion et peut nous dire s'il va mettre sur pied une telle commission, s'il vous plaît? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, le premier ministre a fait preuve de leadership la semaine dernière en créant rapidement un comité d'action ministériel pour déterminer ce qui doit être fait dans l'urgence dans un premier temps, car nous sommes toujours en situation d'urgence dans bon nombre de régions au Québec. Je pourrais vous parler de la mienne dans les Basses-Laurentides notamment. Donc, la priorité du gouvernement à ce moment-ci, c'est réellement de répondre à l'urgence, voir comment les sinistrés peuvent être accompagnés, comment les municipalités peuvent être aidées dans leur service aux citoyens. Et le comité a reçu aussi un autre mandat qui, lui, vise le moyen terme, c'est-à-dire comment limiter les possibles dégâts causés par la crue du printemps 2020. Donc, ce sont les objectifs qui ont été fixés par le premier ministre aux 8 ministres membres de ce comité. Si éventuellement on devait déterminer qu'il nous manque de moyens à notre disposition, on pourra certainement envisager d'autres avenues, mais la priorité à ce moment-ci, c'est réellement de répondre à l'urgence et voir comment anticiper à l'avance les crues de 2020. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, pour l'urgence, mais c'est important de comprendre le phénomène. En 1998, le gouvernement du PQ avait créé la commission 3 semaines après le verglas. Celle sur le déluge, là, produire ce document, ça avait duré seulement 5 mois. Celle sur le verglas avait duré 15 mois. Puis le premier ministre est sûrement au courant de l'utilité des commissions scientifiques et techniques parce qu'en 1999, il était ministre. Il aime ça qu'on rappelle les anciens collègues. Il était ministre en 1999 quand la commission Nicolet a rendu son rapport sur le verglas. Quand vont-ils le créer? De la sécurité publique. Comme l'a dit mon collègue ministre de l'Environnement, le premier ministre a fait l'annonce la semaine dernière d'un groupe d'action ministériel et qui porte bien son nom, groupe d'action ministériel. Parce que oui, il faut bien comprendre la problématique, mais il faut aussi se mettre enfin en mode solution. Ça fait plusieurs années qu'on a des crues printanières annuelles et malheureusement, peut-être qu'on a manqué d'attention
sur cette problématique, ce qui fait qu'elle est devenue récurrente et qu'on s'y trouve chaque année à devoir gérer du rétablissement et de l'indemnisation plutôt que d'agir en amont. Et donc, un des mandats importants de ce groupe d'action ministériel, c'est justement de voir de quelle façon est-ce qu'on peut mettre en place des solutions immédiates et concrètes pour prévenir la prochaine crue de 2020 et aussi à moyen long terme, beaucoup avec ma collègue des Affaires municipales, comment est-ce qu'on peut mieux gérer les zones inondables au Québec. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Duplessis. Merci, Monsieur le Président. Les sinistrés d'aujourd'hui n'ont pas de raison d'être traités différemment de ceux de 96-98. Donc, les travaux de ces commissions, Monsieur le Président, avaient permis de revoir certaines choses qui étaient faites et des recommandations qui avaient été acceptées. Est-ce que la ministre de la Sécurité peut nous dire si des aspects en lien avec la sécurité publique vont être regardés? Parce que on peut saluer le travail, Monsieur le Président, de la Sécurité publique récemment, mais il y a toujours place à l'amélioration et les sinistrés d'aujourd'hui doivent comprendre aussi. Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Bien, un des avantages aussi de ce comité ministériel, de ce groupe d'action plutôt ministériel, c'est qu'au-delà des élus, parce que oui, nous avons un travail important, les élus, mais il faut effectivement avoir des gens qui sont experts du domaine. Et à ce groupe d'action, nous adjoindrons l'expertise de plusieurs personnes qui sont effectivement en mesure de nous proposer des solutions concrètes. Et j'invite tous les élus en cette Chambre qui pourraient avoir des pistes de solutions, des recommandations, des expériences, des témoignages pertinents sur la base de ce qu'ils ont observé dans leur propre circonscription, à m'en faire part à titre de présidente de ce groupe d'action ministériel. Et ça me fera plaisir de prendre en compte toute bonne idée pour mieux préparer nos citoyens et nos municipalités à faire face à ces crues successives continuelles au Québec. Question principale, Madame la députée de Maurice-Richard. Je vous remercie, Monsieur le Président. On va rester dans le thème de l'urgence des comités d'action et de l'importance de s'adjoindre des experts. Alors, jeudi dernier, lors de l'étude des crédits budgétaires en environnement, j'ai questionné le ministre sur l'avenir du comité conseil sur les changements climatiques parce que des membres du comité nous avaient informés de sa dissolution. La réponse du ministre, Monsieur le Président, a été fort décevante. Il nous a confirmé n'avoir ni consulté ni réuni le comité depuis son arrivée à son poste. Est-il bon de rappeler, Monsieur le Président, que le Comité conseil sur les changements climatiques a pour mandat de conseiller le gouvernement sur les orientations et sur les actions les plus porteuses en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est un comité qui a été mis en place en 2010 par l'actuel chef de l'opposition et qui, depuis, a été renouvelé par tous les gouvernements. Monsieur le Président, dans un contexte où la lutte au changement climatique est plus que jamais une réalité qui aura des conséquences sociales et économiques sur tous les Québécois, est-ce que le ministre peut clarifier ses intentions quant à l'avenir du Comité conseil sur les changements climatiques? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je pense avoir été assez clair la semaine dernière. Je vais répéter mes propos. Les membres du comité ont tous été rencontrés, dans certains cas, à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Le comité lui-même, dans son intégralité, lui, n'a pas été rencontré pour une raison fort simple. On est à préparer notre plan d'action qui va couvrir la période 2020-2030. Ce sont des modalités qu'on est en train de définir. Donc, à partir du moment où nos propres orientations auront été déterminées, on verra dans quelle mesure le comité en question peut appuyer nos actions. Cependant, j'ai bien aimé la réponse de certains de ces membres du comité lorsque les journalistes les ont interpellés la semaine dernière. Karel Méran, pour ne pas le citer, de la Fondation Suzuki, dit comprendre la pertinence du comité. Oui, mais en même temps, il dit à quoi bon le réunir si on ne nous donne pas de moyens, comme c'était le cas auparavant avec le gouvernement libéral. Donc, la différence entre la Coalition Avenir Québec et le Parti libéral, lorsqu'on met un comité en place, on s'assure qu'il ait les bons moyens pour remplir son objectif. Et c'est ce que nous faisons en temps et lieu, Monsieur le Président. Première complémentaire. Madame la députée de Maurice-Richard, je vous demanderai votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je tiendrai quand même à rappeler au ministre que c'est le comité qui a accompagné l'Assemblée nationale dans l'établissement des cibles de 2030 qui ont quand même été votées à l'unanimité ici et qui ont mis en place le plan de lutte au changement climatique 2013-2020 aussi. Moi, ce que j'aimerais savoir, Monsieur le Président, c'est que je leur parle à ces membres. Ils me disent que le comité est dissous. Il faudrait peut-être que le ministre leur parle également. Est-ce qu'on doit comprendre que le ministre n'est pas intéressé par l'expertise du comité parce que c'est un comité qui a le mandat de préparer le prochain plan de lutte au changement climatique? Monsieur le ministre de l'Environnement. Ça me fait plaisir d'apporter la précision si c'est nécessaire. Le prochain plan d'action est en préparation actuellement. On y met beaucoup d'efforts. Ça nécessite plusieurs rencontres, notamment avec les membres de ce comité. Mais je reviens avec ce que je disais auparavant. Créer un comité, c'est une chose. Ne pas lui donner de moyens pour atteindre ses objectifs
comme le faisait le gouvernement précédent, c'en est une autre. Donc, la décision qui a été prise de notre côté, on réunira les bonnes personnes au bon moment et surtout avec les bons moyens pour atteindre nos objectifs. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Maurice-Richard, vous êtes la seule à qui appartient la parole. Donc, je comprends qu'encore une fois, on se retrouve devant un gouvernement de la CAQ qui fait fi des experts, qui fait fi de la science. On a un comité multidisciplinaire qui a démontré sa pertinence depuis 2010 à plusieurs reprises. Moi, j'ai une seule question parce que j'aimerais qu'on la clarifie de façon limpide aujourd'hui. Est-ce que le ministre peut faire la seule chose qui s'impose, donc soit renouveler le comité ou soit dire devant cette Assemblée de parlementaires qu'il dissout le comité conseil sur les changements climatiques? Monsieur le ministre de l'Environnement. Je dois avouer que les questions de la collègue pendant l'étude des crédits m'ont surpris à plusieurs reprises. Le gouvernement de la coalition, en place depuis quelques mois à peine, a déjà fait beaucoup en matière d'environnement. Trouver des solutions concrètes à des problèmes qui, malheureusement, étaient des calamités littéralement depuis des années. Je ne peux que penser à la traçabilité des sols, notamment. Donc, ce sont toutes des actions concrètes dont les problèmes étaient connus depuis des années, pour lesquels aucun moyen n'était donné. Et aujourd'hui, on nous reproche de ne pas réunir les personnes. Je vous le dis, on va les réunir au bon moment, lorsqu'on aura des moyens particuliers à leur offrir, ce qui n'était pas le cas. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, en vertu de la loi sur les Indiens, plusieurs communautés autochtones au Québec interdisent la possession et la consommation de cannabis. Le 20 février, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Ghislain Picard, a affirmé en commission parlementaire que rien n'empêchait la livraison des produits de la SQDC aux citoyens de ces endroits. Et comme nous, le ministre délégué à la Santé était là. Il a entendu les propos du chef Picard qui nous disait que le gouvernement du Québec distribue le cannabis sur des réserves autochtones, même si le produit y est illégal. La semaine dernière, 2 mois et demi plus tard, en étude de crédit, la SQDC a affirmé n'avoir reçu aucune directive du ministre délégué à la Santé, aucune directive du ministre des Finances, aucune directive de la ministre des Affaires autochtones et que le cannabis continue d'être livré à des communautés autochtones. Monsieur le Président, le ministre délégué à la Santé savait qu'on livrait un produit illégal. Il était là. Il a entendu Ghislain Picard. Pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi il continue d'enfreindre les droits de ces communautés? Pourquoi il continue de livrer un produit illégal? Monsieur le ministre des Finances. Juste clarifier pour tous que la SQDC, le président de la SQDC a dit. Il a dit que pour commander par Internet, ça prenait un code postal au Québec et c'était sa réponse. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci de votre collaboration.